comme nous l'avons dit tout à l'heure, vous êtes ancien interne des hôpitaux de France et ancien chef du service cardiologie de l'hôpital Aristide de Dantec. Vous êtes un cardiologue de renom parce que je pense que vous avez pratiqué l'une des premières interventions chirurgicales à cœur ouvert au Sénégal. Nous avons vu peut-être ces temps-ci une recrudescence des maladies cardiovasculaires, mais surtout une recrudescence, je pense, des crises cardiaques, des infarctus du myocarde parmi les populations, même des populations les plus jeunes. Qu'est-ce qui se passe effectivement actuellement? C'est une question de nourriture, c'est quoi le problème? Je vous remercie pour votre question. Je pense qu'il faut que je donne quelques chiffres. Vous savez, dans le monde, la première cause de mortalité, ce sont les maladies cardiovasculaires. Les données de l'OMS datent de peut-être 5-6 ans. Ils avaient montré que sur 6 milliards d'individus, il y avait à peu près 56 millions de décès. Et la première cause, ce sont les maladies cardiovasculaires. Ça veut dire quoi? C'est les maladies du cœur et les vaisseaux. Et parmi les maladies cardiovasculaires, il y a ce qu'on appelle la maladie coronarienne qui est responsable de la crise cardiaque. Et malheureusement, ce que l'OMS a constaté, 85% survient dans les pays pauvres comme nos pays. C'est ça le problème. Donc il y a une espèce de transition. Avant, il y avait les maladies comme tuberculose, sida. Maintenant, il y avait des maladies de riches, entre guillemets. C'est ça. Maintenant, c'est fini. Les gens ont dépassé les maladies infectieuses. Maintenant, c'est les maladies chroniques qui vont tuer les pays. C'est-à-dire que ce soit, peut-être que ce n'est pas la même chose, le diabète c'est vrai, mais il y a aussi des problèmes d'hypertension, les AVC, ce sont des maladies parfois qui sont dues à une alimentation trop riche pour des pays pauvres. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? On peut être cardiaque, n'importe qui n'est pas cardiaque. Pour être cardiaque, il faut avoir ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'un élément de causalité à effet. C'est-à-dire que le fait d'avoir cet élément-là va favoriser cette maladie. Et malheureusement, dans nos pays, les facteurs qui sont classiquement connus sont, l'hypertension artérielle, qu'on appelle le killer. Il y a 1 milliard d'individus qui sont hypertendus et souvent ils ont des complications coronariennes, souvent des AVC, ce qu'on appelle des accidents vasculaires cérébraux, les gens qui font des paralysies et souvent c'est fatal. La deuxième facteur de risque, c'est qu'on connaissait le diabète. Peut-être au Sénégal, il y a 10-15% de diabétiques. Et ça, on vit un problème alimentaire. L'hypertension, parfois, il y a des facteurs héréditaires, mais le diabète, effectivement, il y a des facteurs héréditaires et il y a des facteurs de comportement, de ce qu'on mange. Il y a le tabagisme. Ici, on fume, les cigarettes, ça ne coûte rien par rapport aux pays développés où le paquet de cigarettes coûte 20 €. Ici, à 5 francs CFA, vous avez une cigarette. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'excès de cholestérol dans le sang, qui est toujours alimentaire. Tous ces éléments-là, plus le surpoids, favorisent les maladies cardiovasculaires. Et malheureusement, dans nos pays, les gens mangent de plus en plus mal, de plus en plus on fait moins d'exercice physique, et pourtant ça ne coûte pas cher. Et quand on rassemble tous ces facteurs de risque, manifestement, on va aller aux accidents cardiovasculaires. Donc actuellement, vous pensez qu'il est possible de pouvoir se soigner ici au Sénégal sans pour autant aller dans des pays européens ou bien au Maroc où les gens vont le plus souvent actuellement? C'est vrai qu'il y avait avant 2 domaines où le Sénégal, c'était le parent pauvre. Bon, c'est toute l'Afrique. Si vous avez une opération à cœur ouvert, c'est-à-dire qu'on ouvre le cœur, on fait des réparations, ce n'était pas faisable au Sénégal. Le public quand même a commencé avec la coopération des Américains et des Français, mais nous, dans la structure privée, on est la première structure privée en Afrique noire qui a montré que c'était faisable de faire une opération à cœur ouvert dans une clinique privée en Afrique noire. Donc ça, c'est faisable. L'autre problème, c'était les maladies cardiaques qui entraînent la crise cardiaque. C'est-à-dire, pour que le cœur fonctionne, le cœur a besoin d'énergie et cette énergie passe par ces tuyaux. Ces tuyauteries peuvent encrasser par l'excès de cholestérol, le diabète, la tension. Et quand c'est bouché, c'est comme ça qu'on arrive à la crise cardiaque. Avant, ce n'était pas faisable en Afrique noire, sauf l'Afrique du Sud et le Maghreb. Et maintenant, nous, depuis une année, c'est des interventions à cœur fermé qu'on peut faire et les patients sortent le lendemain et avant, il fallait aller en France. Je pense qu'on a des images que vous pourrez commenter peut-être par rapport à ça. Je ne sais pas si là, il peut nous passer ça. Là c'est une image ce qu'on appelle une coronarographie, c'est-à-dire une radiographie des artères du cœur. Dans le cœur, il y a un réseau à gauche, il est parti rapidement, qui va donner des branches. Là, c'était le traitement de ce patient qui avait un rétrécissement et par le traitement, on passe par, dans un premier temps, on identifie la lésion sur les différentes branches.
Ensuite, on passe un guide qui a la taille d'un cheveu à travers le rétrécissement. C'est vraiment fin. Ce nous sert de support. Et le guide va nous permettre de passer également un ballon qu'on va mettre en contact de la lésion qu'on va écraser. Et une fois qu'on écrase, on repasse avec notre ballon qui contient un ressort qu'on laisse dans l'artère et qui va ouvrir l'artère. Et ça se passe dans une salle, comme un bloc opératoire, avec tous les instruments qu'il faut. L'avantage, c'est que c'est une intervention qu'on fait, les patients sont conscients, sous l'anesthésie locale. Il y a une préparation, il y a des rayons, donc on se protège les yeux, on met des tabliers de plomb. Et les patients ne sentent rien, sauf la piqûre qu'on met pour l'anesthésie localement. Ils ne sentent rien. Bon, parfois, ils sentent quand on gonfle le ballon parce qu'on obstrue la lumière du vaisseau pour écraser les plaques de cholestérol qu'on voit. Mais comment on perce le cœur? Non, là, on ne perce pas le cœur. C'est-à-dire qu'à partir du cœur, il y a des artères qui descendent partout, jusqu'à la jambe, partout au cou. Donc vous passez à c'est comme tous les chemins mènent à Rome, vous passez par là ou par là, vous pouvez arriver au cœur avec des tuyaux qui vous permettent d'aller jusqu'au cœur. Il y a une espèce de caméra, vous voyez, on regarde, il y a un écran, on regarde pour bien voir où on se connaît, et puis on se centre. Et puis le matériel est dédié pour aller au bon endroit. Quand on va à gauche, ça va à gauche, à droite, le matériel va à droite. Ensuite, on injecte un produit qui permet de prendre le trajet, comme on voit ici, des artères du cœur, et après on le filme, et on peut travailler sur ces artères-là, en utilisant des micromatériaux qui coûtent excessivement cher, mais quand même l'avantage, c'est moins lourd quand vous opérez le cœur, vous êtes malade pendant un mois, hospitalisé pendant 15 jours, et là, le lendemain, vous rentrez chez vous. Et là, ça peut prévenir des infarctus du myocarde. Ah oui, bien sûr. Quand vous avez un rétrécissement, l'infarctus, souvent, c'est que le rétrécissement est fermé complètement, le sang ne passe plus. Et donc, il faut ouvrir les artères qui sont rétrécies avant que ça se ferme. Et ça qui évite la crise cardiaque. Mais pour le faire, il faut faire des tests au préalable, des tests qui n'ont rien à voir avec ça, ce qu'on appelle les tests non invasifs. Invasifs parce qu'on voit du sang, c'est-à-dire qu'on va faire l'électrocardiogramme, ensuite on fait du vélo, on fait faire un effort, parce que quand vous avez un rétrécissement, quand on fait de l'effort, le sang augmente, quand il y a un obstacle, vous le sentez. Et là ça permet d'aller faire la radio quand même, c'est la dernière étape, c'est la référence. Et par rapport aux frais que ça coûte, mais effectivement... Est-ce que c'est moins cher, beaucoup moins cher que ce qui se fait au Maroc, par exemple? Absolument. On peut même pas parler de l'Europe, mais non, rien que le Maghreb. Déjà, avec le billet d'avion, vous faites presque l'examen sur place. Votre billet d'avion Dakar-Casa, vous faites l'examen sur place. Donc déjà, vous économisez. En plus, c'est le même matériel qu'on utilise partout dans le monde. C'est du matériel américain, importé ou européen. De toute façon, l'examen qu'on fait actuellement, en comparant même à un hôpital en France, avec le billet d'avion, vous pouvez faire l'examen. Oui, docteur, moi je voudrais d'abord vous encourager. D'accord, vous encourager, vous féliciter parce que le métier que vous exercez est un métier noble. D'accord. Il y a certainement beaucoup de métiers nobles, puisque comme le dit l'adage, il n'y a pas de ce métier. C'est la valeur du travail ici que je cherche un peu à magnifier et à illustrer. Mais pour moi, la médecine a une particularité. Parce que quand les êtres humains fragiles que nous sommes, en arrivant à ne plus pouvoir bouger le doigt, ni à sourciller, c'est là que vous intervenez. C'est là où vous intervenez. Et donc, je pense que, je le dirais d'ailleurs en Wolof, d'accord. Alors, moi, mon problème, il est moins technique, il se situe à un niveau relativement simple, mais extrêmement important à mon sens, c'est la sensibilisation. Et pour rester sur ça, je vais rebondir sur vos propos en rappelant que vous avez cité tantôt ce qu'on appelle les facteurs à risque, d'accord, pour contracter en tout cas, qui peuvent nous exposer à une crise cardiaque, etc., dans le genre. Parmi ces facteurs-là, il existe l'alcoolisme, le tabagisme, et je crois aussi, entre autres, également, des facteurs de stress, c'est-à-dire trop de stress peut amener à, etc. Je pense que pour le stress, c'est un peu plus difficile à gérer, surtout dans nos pays. Nous le sommes tous, et je pense que les raisons et les causes fondamentales sont assez faciles difficiles plutôt, à éradiquer. Par contre, pour le cas de l'alcool et du tabagisme, surtout chez les jeunes, nous avons aujourd'hui un public jeune qui est là, et nous savons qu'aujourd'hui, l'accessibilité de l'alcool dans les écoles même pose problème. Nous avons des dosettes d'alcool dans les écoles qui coûtent 100 francs. C'est un problème social, il est là. Je pense que ça s'appelle Jakarta, je ne sais pas, quelque chose dans le genre. Mais fondamentalement, quand on y voit, on va au fond des choses,
On se voit que nous avons aujourd'hui une jeunesse exposée. Cette jeunesse-là, qui devrait être l'avenir de ce pays, elle est exposée justement à des types de maladies comme ça, qui souvent sont incurables, malgré les efforts que vous faites, hein, malgré les avancées de la technologie et tout, mais qui restent encore très chères, certainement, parce que c'est des maladies quand elles vous affectent, mais ça grève les budgets des familles, c'est presque insoutenable. Donc moi, sur cet aspect-là de la sensibilisation, surtout chez les jeunes, peut-être les moins jeunes également, pour que les gens puissent véritablement être conscients des facteurs à risque et aller dans le sens, n'est-ce pas, donc de la prévention, d'éviter de contracter de telles pathologies. Je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout dans nos pays pauvres. Je pense que la prévention vaut mieux que guérir. Ouais. Et malheureusement, quand vous êtes malade, on est obligé de vous soigner. Mais quand même, je pense qu'il y a un effort au niveau des publics, des autorités publiques surtout, hein, de faire une campagne de sensibilisation sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire, en sachant qu'on peut, en diminuant, en combattant les facteurs de risque, on peut éviter la maladie. Par exemple, le tabagisme, si on fait comme les Européens, chaque année il y a une augmentation du prix de la cigarette, mais beaucoup de jeunes vont arrêter de fumer. Est-ce que c'est votre exemple est parlant? Il y a des doses d'alcool à 100 francs. Mais, oui, si on fait l'alcool à 4000 francs, les jeunes ne vont pas lâcher. Je pense que c'est une volonté politique. Il y a beaucoup de pays qui ont fait beaucoup de bons. Par exemple, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Par contre, en France, ce sont les cancers. Parce qu'ils ont fait une grosse campagne de publicité, de prévention, ce qui fait que ces maladies sont devenues en deuxième position. Il y a un écart de 10 000 morts. Mais parce qu'il y a une volonté politique de partout, bouger, manger moins gras, moins salé, moins sucré, bouger, tout ça. Et ça, il y a partout à la télé. On en parle. On en parle et on le met à la télé, des spots. Et les gens savent qu'il faut manger moins gras, moins salé, moins sucré et faire du sport. Et faire du sport, c'est pas aller en salle de gym. On peut marcher avec son chaya, on peut marcher avec son kaftan, et tout le temps, même dans sa maison. Moi, souvent, je dis à des personnes, vous faites le tour de votre maison, c'est mieux que d'être sédentaire. Et ça ne coûte pas cher. Et je vous dis que c'est 50% de la prévention de ces maladies-là. C'est clair. Que non seulement le fait de faire de l'exercice physique, vous baissez votre tension, vous baissez votre sucre, vous baissez votre taux de cholestérol, mais sans prendre de médicaments. Les médicaments ont des effets secondaires toxiques souvent. Tout à fait. Et donc, ça coûte moins cher. Docteur, moi déjà je voudrais vous féliciter parce que votre structure a une importance à mon avis qui est capitale. Parce qu'en fait, hormis la baisse du coût justement de l'intervention avec le transport et tout, le malade peut bénéficier du soutien moral et physique de sa famille. Parce qu'on ne peut pas payer le billet d'avion pour soi-même déjà avec tous les frais que ça... Et de vouloir avoir... C'est même pas évident d'avoir un seul accompagnant. Et souvent... Et surtout là, c'est quand il n'y a pas crise cardiaque, parce que quand il y a crise, on n'a pas le temps d'aller prendre un avion. Tout à fait. Et malheureusement, avec le problème, le coût, il faut le dire, en fait, souvent, il y a des décès. Donc, les frais de rapatriement du défunt coûtent encore plus cher. Donc, c'est un acte qui est alloué. Et franchement, je pense qu'en fait, il mérite d'être démultiplié. Par contre, en fait, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont sensibilisés au dépistage des maladies cardiovasculaires? D'abord, première question. Et deuxièmement, est-ce que votre action aujourd'hui a une partie sociale? Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à se payer une consultation, alors ne parlons pas d'ordonnance ou d'analyse, autre chose. Donc, est-ce qu'il y a un volet social, justement, qui est affecté à cette action? Et avez-vous des partenaires privés ou publics qui vous soutiennent dans cela? Malheureusement, il n'y a personne. Quand vous êtes médecin comme moi, vous êtes médecin chef d'entreprise. Tous les gens qui ont des entreprises, vous le connaissez au Sénégal, ils se débrouillent comme ils peuvent. Malheureusement, on est dans un environnement qui n'est pas favorable, en amont, quand vous voulez monter votre entreprise, pendant que vous êtes dans votre entreprise et après. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien derrière. Moi, là où c'est moi qui ai amené l'eau. J'ai payé 4 millions de francs pour amener le branchement. Donc ça, c'est très difficile. Les partenaires, c'est difficile d'en trouver. Par contre, ce qu'on peut dire en matière de prévention, théoriquement, le ministère de la Santé a un volet. Et puis, je pense que tout médecin traitant, médecin de famille doit informer les gens de ne pas fumer parce qu'il y a les maladies du cœur, parce que là, c'est la crise cardiaque, mais il y a des gens qui ont besoin d'oxygène pour respirer. C'est la cigarette qui amène ça. C'est beaucoup plus grave. Nous, on respire de manière naturelle, on ne le sent pas, mais il y a des gens qui ne peuvent pas respirer. Et c'est à cause de la cigarette, par exemple. Et c'est ces spots-là qu'on doit montrer à la télé, disant, attention, quand vous fumez, vous risquez d'avoir ça. Et là, c'est choquant. Parce que un gamin, il faut le montrer des images. Et malheureusement, dans nos pays, on passe plus de temps à montrer la lutte
et la danse que ces images de prévention. Et ça, il faut quand même que le public fasse ça. Et à faire de la politique aussi. Absolument. Parce que c'est des chemins quand même un peu faciles pour les humains, pour s'enrichir ou faire ce qu'on veut. Parce que nous, ce qu'on a fait quand même, c'est un peu difficile. Déjà, faire ce que le public n'a pas pu réaliser, le public est en train de le faire. Un privé qui prend l'engagement tout seul, monter un truc comme ça, c'est balèze. Maintenant, pour ce qui est du social, mais on est obligé de faire du social dans nos pays. Par exemple, l'image que je montre, que je venais de montrer, c'est un médecin qui nous a appelé disant que c'est quelqu'un de son quartier qui a des problèmes cardiaques, malgré qu'il prend les médicaments, ça ne marche pas. La seule solution, c'est boucher, il faut déboucher. Mais il nous a payé que le matériel. Vous savez, cette machine qui est là-dedans, la machine coûte 1 million d'euros, neuve. Vous consommez du courant, vous avez du personnel. Donc on fait du social tout le temps. Tout le temps. Mais on ne peut pas faire que du social. Nous, on n'est pas là que pour faire ça. On a une entreprise quelque part, on fait du social quand c'est justifié. Mais si l'État nous aide disant que si vous prenez un Sénégalais lambda, au lieu que votre tarif c'est tant, nous on prend en charge le tiers, vous prenez le tiers, mais pourquoi pas? Mais l'État ne fait rien. C'est ça le problème. Docteur, moi, je m'associe à mes collègues pour vraiment vous féliciter parce qu'effectivement, c'est des initiatives qu'il faut absolument encourager. Mais en même temps, plus je vous entends, plus j'ai peur. J'ai peur, pourquoi? Pour demain. Aujourd'hui, le tableau qui nous est dépeint, c'est qu'on est dans un contexte de porosité totale. Moi, le parallèle que je vais faire, c'est par rapport à la culture. On voit comment, avec la mondialisation, le Sénégal est complètement agressé culturellement. Économiquement, on est agressé. Même alimentairement, on a les nourritures transgéniques, les OGM, etc. Et je me rends compte que, d'un côté, il y a cette porosité-là, de l'autre, une absence manifeste de volonté politique pour empêcher ces agressions de toutes sortes. Troisième constat, c'est que ces personnes de bonne volonté que vous êtes, vous dites que vous êtes quasiment contraints à faire du social, puisque vous n'avez d'aide de nulle part. Ça veut dire que même sur le plan de la société, il n'y a aucune prise de conscience. Et moi, ce que je constate, c'est qu'on est en train de passer d'une maladie à une pandémie. Les choses deviennent extrêmement graves. Aujourd'hui, les AVC, les crises cardiaques, le cancer, le diabète prend une ampleur jamais soupçonnée. Alors, la question que je me pose, c'est, docteur, qu'est-ce qui va se passer demain? Dans un contexte aussi alarmant, moi j'ai l'impression que la chose va aller s'aggravant, malgré ces initiatives qui sont prises par-ci, par-là. Mais tant qu'on est dans ce contexte-là où on est agressé de partout, la cause de ces maladies peut s'expliquer partout. Partout, dans tout ce que l'on fait. Même le fait d'être devant la télé, maintenant scotché comme je le fais en regardant le football du samedi midi jusqu'au dimanche, ça contribue à affaiblir mon cœur. Donc il y a une sorte de dégénérescence quasiment qu'on constate de manière générale et ça se développe. Et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun... Bon, il ne faut pas dire qu'il y a quand même, il y a une volonté quand même des autorités. Mais vous savez, la santé, comme dans beaucoup de domaines, il faut les moyens. C'est comme créer des emplois. Vous ne pouvez pas créer des emplois comme ça. Il faut de l'argent, il faut investir, il faut créer de l'emploi. La santé, c'est pareil. La prévention, je pense, est accessible dans nos pays. Comme je viens de dire, on peut demander même, par exemple, aux chaînes de télé, une partie du temps qu'ils passent dans les danses et trucs, on fasse des sports de prévention. Et c'est un pacte que l'État signe avec les chaînes de télé. Bon, il y a la volonté du président Macky Sall qui veut la couverture universelle. En tout cas, l'idée est bien. Mais est-ce qu'il y aura les moyens de couvrir tous les Sénégalais? Parce qu'il y a la prévention, mais une fois que vous êtes malade, il faut qu'on vous soigne. Et malheureusement, c'est le père de famille qui amène à manger, qui devient paralysé, qui voulait régler ses problèmes et qui ne travaille plus. Et puis souvent, c'est des gens jeunes qui ont, il y en a maintenant, c'est 70 à 55, l'âge moyen, c'est des gens en activité, qui ont le capital, qui sont bénéfiques pour nos pays, et c'est ces gens-là qui tombent malades. Et malheureusement, je pense qu'il faut que l'État soit beaucoup plus ferme et en tout cas, définir clairement ce qu'il veut.
disant nous, on n'a pas les moyens, on fait la prévention, c'est faisable. Les Européens le font. Partout, il y a fumez pas, ou c'est dangereux la cigarette, mangez moins, bougez plus. Comme vous dites, il y a une campagne anti-tabac. C'est ça. Mais ça, il faut que l'État, avec des partenaires, même avec le privé, les chaînes privées, disant, mais chaque télé, chaque jour, avant le journal, on passe des spots. Après le journal, on passe. Et peut-être ça peut sensibiliser les gens. Et de temps en temps, montrer des cas des gens qui sont malades parce que c'est eux qui l'ont voulu. Quelqu'un qui fume, qui ne peut plus respirer, on dit, ce monsieur-là, il a fumé, regardez-le. Les gosses ne vont pas plus fumer. Je pense que c'est une question de volonté. C'est au-delà même de la sensibilisation. Est-ce qu'il n'y a pas des macro-décisions à prendre en termes de prévention? C'est-à-dire, par exemple, ces OGM. C'est toutes ces choses que la mondialisation nous apporte, dont on ne connaît pas les conséquences. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des macro-décisions à prendre à ce niveau-là? C'est-à-dire, pas seulement sensibiliser les gens et leur exposer le danger, mais faire en sorte que le danger ne rentre même pas. Moi, je suis persuadé que si aujourd'hui on a cette tournure des événements, c'est parce que avec la mondialisation... Surtout avec l'aide des médecins. Avec l'aide des médecins. Et que la mondialisation y est pour beaucoup. Voilà, ces produits ne doivent pas entrer. Vous savez, quel est votre pronostic? Non. C'est-à-dire, il y a une déclaration, vous dites que vous souhaitez que l'État fasse... Mais vous, concrètement, avec le regard du spécialiste que vous avez, est-ce que vous êtes optimiste pour demain? Non, vous savez, nos pays sont dans des associations genre UMOA, genre... Et ça, c'est difficile de prendre des mesures individuelles parce que nos pays adhèrent aux chartes de ces organismes et sont obligés de les suivre. Mais je pense qu'en interne, bon, optimiste, c'est dire qu'on peut être pessimiste, mais je pense qu'il y a toujours des possibilités, de toujours, mieux vaut tard que jamais. Parce qu'actuellement, comme l'OMS l'a dit, mais 85% de ces maladies arrivent dans les pays pauvres, dans nos pays. C'est plus en Europe que ça se passe, c'est chez nous que ça se passe. Donc c'est à nos politiques de prendre comme des décisions fermes. Par exemple, le tabac, mais on peut multiplier le prix par 4, par 5, mais on peut vivre sans fumer. N'est-ce pas? Boire, on est obligé de boire de l'eau, mais fumer, on n'est pas obligé. L'alcool, on peut multiplier le prix de l'alcool, même si quelques industries... C'est vrai qu'il y a des emplois dans le tabac, l'alcool, mais quand vous êtes malade, combien ça coûte à l'État, à la communauté? Et vous voyez la tendance actuelle? C'est ça qu'il faut le voir. La tendance actuelle, c'est le contraire de ce que vous dites. Aujourd'hui, maintenant, moi quand j'étais jeune, l'alcool n'était pas disponible. Absolument. Le gars qui se saoulait, on lui jetait des pierres. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Et je n'ai pas l'impression qu'on aille à reculons. Ça va de mal en pis. Mais nous, en tant que techniciens, on ne peut que donner notre avis aux politiques. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit prendre ces mesures. Moi, en tant que médecin, je vois le gars quand il est malade. Mais avant qu'il fumait, je ne l'ai pas vu. Et ça, c'est tout qu'on faire en amont. Au sein des familles, il faut que les pères de famille ne fument pas devant leurs enfants. Il faut que, déjà, ça c'est au niveau interne. Il faut qu'au niveau national, il faut que des mesures politiques fermes. Mais faites comme les Européens, chaque année, en France, chaque année, le prix du tabac augmente le 1er janvier. Pourquoi on ne le fait pas? Au contraire, nous, ici... Et moi, j'avais lu déjà des articles disant que les firmes viennent en Afrique parce que comme les pays ont besoin un peu d'argent, on amène un peu d'argent à l'État, on les laisse rentrer. Mais tu combien de Sénégalais? Quand les gens deviennent malades, c'est l'État qui va les soigner. L'État a une obligation de soigner ses citoyens. Il faut que les gens refusent ces bouts de miettes qu'ils font rentrer dans nos pays, qui vont nous tuer plus tard. C'est ça qu'il faut. C'est des décisions courageuses qu'il faut prendre. Donc nous vous remercions d'être passé sur ce plateau. Nous allons revenir pendant la deuxième partie avec Moustapha Neneyay. Donc nous remercions aussi Ahmed Suzanne Camara d'être passé. Nous allons recevoir tout à l'heure aussi l'artiste chanteur El Hadj Ndiaye après une toute courte page de pause. À tout à l'heure.